Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera plutôt questions-réponses. J'ai posé des questions à travers ma story Instagram et Facebook, auxquelles certains ont bien voulu jouer le jeu, m'ont apporté leurs questions, auxquelles je vais répondre à travers cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Alors je lis vos questions. Comment savoir si le body est fait pour nous? Je veux dire, beaucoup parlent de devenir Mister Olympia, mais quels sont les critères pour aller à haut niveau? Alors, déjà, si tu veux devenir Mister Olympia, la première chose qu'il faut faire, c'est être passionné par ce que l'on fait. Mais je pense que la majorité d'entre vous, si c'est leur souhait de passer professionnel, c'est qu'ils le sont automatiquement. Quand on sait tout l'investissement que cela demande, le travail, l'acharnement, etc. Ensuite, pour moi, le plus important est la génétique. Certains ne sont pas de cet avis, chacun a droit à sa propre opinion. D'autres vont parler de drogue. Ils vont dire que sur les drogues, ils font tout. Alors, beaucoup prennent énormément de drogue et pourtant n'arrivent pas à atteindre le niveau des meilleurs bodybuilders que nous avons dans le monde. Si tout était question de lever des poids, de manger, prendre des tonnes de drogue, on arriverait tous à avoir un niveau olympien. Ou pourquoi même pas d'un niveau de Ronnie Coleman. Et est-ce le cas? Je ne crois pas. Ensuite, ne serait-ce que pour arriver à un niveau national, qui est déjà un très très bon niveau, il est très important pour certains de prendre un préparateur. Car sans cela, on le voit très bien, beaucoup ne savent pas s'entraîner, ni s'alimenter de façon correcte. Par contre, j'insisterai sur le choix du préparateur, qui selon moi, il faudrait prendre un qui ait plutôt de l'expérience. Pas forcément de la scène, mais qui a prouvé son travail à travers des athlètes qui l'ont emmené en compétition, et si possible un bon résultat. Et pourquoi pas des titres, des palmarès. Je parle là de l'aspect purement compétition, uniquement, pas de transformation physique sur des personnes désirant maigrir ou prendre du muscle, parce que la question est bien basée sur le bodybuilding. Ensuite, tu demandes comment savoir si la musculation est bien faite pour nous. Je pense que tu parles de l'aspect physique. Alors, disons que là, tu vas se jouer sur la structure. Ta structure, va démontrer tout cela. Si tu as des hanches larges, des clavicules étroites, tu comprendras bien que ta structure n'est pas des meilleures pour le bodybuilding. Deuxième question. Comment choisir sa catégorie morphologie taille? Ah, il y a deux choses. Tout dépend de la fédération dans laquelle tu comptes concourir. Par exemple, si tu vas concourir à l'IFBB, il me semble que les catégories sont par poids. Et si tu vas aller là-bas, je crois que c'est la fédé d'ailleurs dans laquelle tu participes, les catégories sont par taille, si je ne dis pas de bêtises. Là, ça ne te laisse pas beaucoup le choix entre ces deux critères. Par contre, il m'est arrivé, avec Romain, mon athlète, je vais prendre un exemple, où avec lui on avait le choix entre le bodybuilding et le classique physique. Il était dans le critère de deux catégories. C'était sa toute première compétition et j'ai préféré, avec un commun accord avec lui, de le faire tirer plutôt en classique physique. Donc pour cette catégorie, son poids était au maximum autorisé. 100 grammes de plus, il passait en catégorie bodybuilding. J'ai donc fait en sorte qu'il perde légèrement du poids pour accéder à cette catégorie. J'insiste sur le mot légèrement, car c'était au maximum 1 kg. Pourquoi? Parce que, de par sa structure et sa ligne, il avait tout à fait, je ne vais pas dire le morphotype, mais on va dire tout à fait la ligne pour participer à un classique physique, plutôt que dans la catégorie bodybuilding. Étant en plus sa première compétition, il allait peut-être être un peu léger face à des mecs qui allaient faire 5-6 kg plus que lui. Donc si le problème est le poids, je préfère que mon athlète n'ait pas à tomber 3 ou 4 kg pour être dans la catégorie de poids inférieur, parce que le plus important pour moi est qu'il monte sur scène avec son meilleur physique, et non pas griller du muscle pour essayer de faire une meilleure place dans une catégorie inférieure. Maintenant, comme je dis, c'est juste 1 ou 2 kilos, c'est à réfléchir avec son préparateur et l'athlète, et voir la condition qu'il peut avoir. Car vide et plat, je ne vois pas trop l'intérêt.
Bien sûr, toujours, je précise que ce n'est juste que mon avis, mais il me semble que c'est le plus judicieux pour l'athlète. S'il souhaite afficher en compétition, il faut qu'on soit le plus gros, le plus sec, le plus dur possible. Donc, perdre trop de poids pour être en dessous et avoir une qualité inférieure, je préfère être période de place et de satisfaire de mon physique, faire premier dans une qualité inférieure, et puis du coup le physique était moindre. Troisième question. Alors, que penses-tu des défis des 1000 pompes et 1000 squats? Pas en termes de résultats physiques, mais mental. Alors, écoute, moi ce que je pense, si cela peut leur faire du bien, leur faire plaisir, pourquoi pas? Il n'y a rien de mal à cela. Je préfère ce genre de défi à ce qu'on peut voir dans les cours d'école qui finissent quelquefois même en tragédie. Donc ça les occupe, ça les amuse, ça leur fait du bien. Soit c'est cool, 1000 pompes, 1000 squats, parfait. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Alors, une autre question. J'ai un ami j'ai commencé la muscule et quand on a commencé les produits, il a une toute petite gyno. Ça se voit même pas à l'œil nu. Y a-t-il un moyen de l'inverser? Anti-œstrogène, testo. Alors là, il y a une chose qu'il faut savoir. Je retrouve ta question. Voilà, anti-œstrogène, testo. Alors, une chose qu'il faut savoir, ce n'est pas pour critiquer ton ami, je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai toujours eu pour devise, avant de faire les choses, il faut les comprendre, étudier les différents mécanismes avant d'entreprendre la moindre chose. Surtout que là, on parle quand même de produits. Donc, c'est comme tout. Apprenez, voyez ce que cela peut faire. N'allez pas comme ça vous lancer dans le vide parce que vous lisez les forums, je ne sais trop quoi, et faire les choses pas correctement. Mais bon, ton ami n'est pas seul dans le cas. Je suppose que beaucoup font la même erreur. Alors à propos de ça, il faut que vous appreniez à faire la différence entre un inhibiteur, je l'ai bien dit, inhibiteur de l'aromatase, qui évite la production d'œstrogène, et un anti-œstrogène qui évite la lésion de l'œstrogène au récepteur. Le problème est déjà là. Peut-être qu'un anti-œstro sera indiqué dans ce cas. Son médecin sera à même de lui en dire plus. Il vaut mieux qu'il consulte son médecin, parce qu'on n'est pas là pour dire ce qu'il faut pas faire. Par contre, tu me parles de testostérone. Franchement, je ne pense pas que la testostérone enlèvera la gyno. Je pense plutôt que ce sera même le contraire. Faites attention quand même. Faites attention à ce que vous faites. Alors, cinquième question. Comment garder une shape sachant qu'on a zéro matériel? Comment faire niveau diète, niveau training, niveau blessure? Alors là, ça va être compliqué. Si tu n'as pas de matériel, si ton niveau n'est pas très élevé, je parle dans le cas d'un bodybuilder qui a l'habitude de lever des charges lourdes, de mettre de la tension dans ses muscles, je dirais que tous les mouvements au poids du corps ne lui seront que très peu bénéfiques. Du moins pour faire du muscle, je ne pense pas qu'il y arrivera. Après, pour garder un minimum de sa shape, ça peut toujours être bien, je ne vais pas te critiquer là-dessus. Comment faire niveau diète? Alors, niveau diététique, il n'y a pas grand chose à changer. Si tu avais l'habitude de manger propre, le terme qu'on emploie en bodybuilding, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire propre, il faut juste regarder le fait que tes dépenses caloriques sont moindres. Parce que je suppose que tu me poses cette question parce qu'on est en plein confinement, donc tu t'entraînes chez toi, tu ne travailles plus, donc comment faire de la diététique? Tu continues à manger propre, tu baisses tes calories, tu mets en fonction de tes dépenses. Je pense que c'est la question qui répond à ta situation. Ensuite, tu me parles de blessures. Pour les blessures, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais si tu t'entraînes sans équipement, sans poids, tu es chez toi, sans matériel, je pense que je peux te rassurer de ce côté-là. C'est très compliqué, voire très dur de te blesser. Donc tu peux y aller, à mon avis, il n'y a pas de problème. Après, à moins que tu me parles que si tu étais déjà blessé, mais je ne sais pas de quoi, je ne connais pas tes pathologies, je suis désolé. Je dois prendre en masse musculaire très rapidement dans mes bras,
due à une pathologie. Comment faire sans le matériel adéquat de la salle? Ben, ça revient un peu à ma question de tout à l'heure. Sans matériel, ça va être très compliqué. Si derrière tu peux t'acheter des élastiques, pourquoi pas, ça peut être sympa, tes élastiques et tes tensions. Et au pire, c'est de faire des tractions à la barre, en supination. Je peux pas trop t'en dire plus, hein. J'espère que ça pourra t'aider un minimum. Ah, une autre question, chimie. Salut Michel. Je suis off depuis 3 ans et avec ce confinement qui m'empêche de m'entraîner, je souhaite prendre un peu de Turinabol, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour la reprise. Connais-tu le produit et que penses-tu de mes intentions? Merci, prends soin de toi. Alors pour le Turinabol, je ne le connais que de nom. C'est un produit oral qui fut longtemps utilisé par les athlètes allemands. L'avantage de ce produit, je dirais, qu'il stocke moins que la plupart des autres oraux. Il stocke beaucoup moins d'eau et il a une très belle puissance androgénique. Mais, personnellement, comme tous les oraux, je ne les aime pas. Car si vous êtes sensible au système digestif, c'est une vraie catastrophe. Si ton but c'est de prendre du muscle, mais que tu n'arrives plus à manger, que tu te sens fatigué, là du coup je ne vois plus du tout l'intérêt. Après savoir, certains ça passe, certains, les oraux c'est une vraie plaie quoi. On n'en mange plus, on ne se sent pas bien. 8e question, 8e, avant-dernière je crois. Une vidéo sur le cyclage des glucides et l'intérêt des oméga 3. Alors pour répondre à ta question, moi j'aime bien avec mes clients jouer sur les glucides les jours d'entraînement et les jours de repos. Quelquefois je peux même mettre plus de glucides sur le jour d'entraînement des jambes ou du dos, car c'est des muscles qui demandent beaucoup plus d'efforts et consomment beaucoup plus de sucre que les autres muscles. Je sais que certains gardent les jours de glucides hauts pendant leurs jours de repos pour remplir au maximum leurs calories, pour rester toujours très haut. Et ils profitent de cet aspect qui ne se dépense pas pour remplir. Moi personnellement je préfère les baisser. Ainsi j'évite une surcharge de carbs, de glucides, qui ne sera pas utilisée et permettre au métabolisme d'être constamment en action. Voilà, donc au moins ton métabolisme n'est pas linéaire. Tu manges, tu remanges moins, tu joues toujours avec ton métabolisme, ça évite qu'il se mette à stagner. Et secondo, ça permet également, je trouve, de baisser les glucides, les jours de repos. Ça permet aussi au système digestif de se reposer un peu. Parce que c'est vrai qu'on lui en met vraiment plein la tronche à manger toutes les 2 ou 3 heures. Ensuite, tu me poses la question de l'intérêt des oméga 3. Alors là-dessus, j'ai déjà fait des articles sur mon site internet que je t'invite à aller visiter. Tu trouves le lien sur mon Facebook. Et pour faire court sur les oméga 3, pourquoi? Simplement parce qu'ils peuvent t'aider à ta sensibilité à l'insuline, t'aider à avoir une résistance à l'insuline, et également pour lutter contre le LDL, le mauvais cholestérol autrement dit. Donc ouais, c'est un bon produit justement. Le cholestérol cause quand même pas mal de dégâts. On arrive à la dernière question. Alors les sponsors, comment les trouver? Alors là, la guerre aux sponsors aujourd'hui se joue au nombre de likes et d'abonnés Instagram. De mon avis aujourd'hui, il est inutile d'afficher un physique hors norme, d'avoir fait des compétitions, d'avoir un palmarès de fou pour avoir un sponsor. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Rares sont les champions d'ailleurs qui sont sponsorisés. Alors si tu as des milliers d'abonnés, tu as peut-être une chance de trouver un sponsor. Sinon, si tu es un peu musclé, c'est un peu plus compliqué. Ailleurs, tu auras peut-être plus de chances de trouver un sponsor auprès du commerçant de ton village. Je plaisante là-dessus, vous n'êtes pas trop mal. Voilà, j'ai répondu aux 9 questions. Écoutez, si ce format vous a plu, faites-le moi savoir, n'hésitez pas, puis on pourra refaire un autre question-réponse. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.